Bonjour Antonia Vicens, nous sommes comme on dit au marché de la poésie de Saint-Sulpice. Quand vous avez commencé la poésie? Quan vas començar la poesia? La poesia, un dia 3 d'agost de l'any 2006, jo prenia el sol i em va caure a sobre una pluja d'imatges i de paraules. Jo pensava, què és tot això que passa ara? I després vaig rumiar, vaig dir, és la meva vida, la vida que m'està caient a trossos i l'he d'agafar. I el recipient més adequat varen ser els versos. Donc c'était le 3 août 2003. 2003. J'étais chez moi et j'ai senti qu'une pluie d'images tombait sur moi. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est ce qui m'arrive? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ma vie qui tombait à morceaux sur moi. Et je me suis dit, je dois la recueillir d'une façon ou d'une autre. Et je l'ai mise en vers. Les auteurs qui vous ont marqué, que vous inspirez? Els autors que m'estan marcat. A l'hora d'escriure procuro oblidar-me de tots els autors i cercar l'essència, la pura essència que els meus ulls han anat emmagatzemat dins el meu punt negre de la meva memòria. Donc, quand j'écris, je procure oublier tous les auteurs que je connais et me concentrer tout simplement sur l'essence de la langue, de la poésie qui vient du point central à mon intérieur. Première publication, premier livre, c'était quelle année? Quin any va ser el teu primer llibre? El meu primer llibre de narrativa va ser el 1967, en la novel·la 39 graus a l'ombra. La poesia no vaig començar a publicar fins al 2010, és a dir, feia 50 anys que escrivia narrativa i vaig començar després a escriure poesia. Mon premier roman date de 1967, c'était 39 degrés à l'ombre, et je n'ai commencé à publier de la poésie que 50 ans plus tard, en 2009, après toute une carrière d'écrivaine romancière. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle, hispanophone, ou francophone, ou catalanophone? Què penses de la poesia actual en català, en espanyol o en francès? Jo penso que, com sempre, hi ha molt bona poesia, hi ha poesia que no és tan bona i hi ha poesia que és molt dolenta, com sempre, com tota la vida. Je pense que, comme toujours, et comme dans toute l'histoire, il y a de la très bonne poésie, de la poésie qui n'est pas aussi bonne et de la mauvaise poésie. Qu'est-ce que vous pensez à propos de la traduction? Què penses de les traduccions? Les traduccions, les que m'ha fet del meu llibre del François Durazo, a mi em semblen esplèndides, perquè el François Michel, hi posa una gran passió, un gran amor a la traducció, i em semblen esplèndides. Les traductions de mes poèmes par François-Michel Durazo me semblent splendides parce qu'il met toujours beaucoup de passion dans ses traductions. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? La poesia és una necessitat per la gent? No, jo crec que la gent que hi ha molta gent que viu la poesia sense saber-ho. No només viu la poesia el lector de poesia, però hi ha gent que és capaç de llevar-se a la matinada i anar a pujar una muntanya per tenir un poquet de convivència en la natura, amb el misteri, i aquests també són grans poetes, és a dir, que la poesia és per tot, ens envolta la poesia, ens n'adonem o no, segons la capacitat que tinguem de silenci. Il y a beaucoup de gens qui vivent la poésie, même parfois sans le savoir, à part les lecteurs de poésie.
Parfois, il y a des gens qui peuvent s'élever au petit matin pour monter à une colline juste pour être un peu en contact avec la nature, pour être en contact avec le mystère. Et c'est aussi des grands poètes. Tout dépend du besoin que nous avons d'être en contact avec le mystère. Et qu'est-ce que vous pensez à propos de le marché de la poésie? C'est la première fois que vous venez ou bien plusieurs ou vos impressions? És la primera vegada que vens al Marché de la Poesia. Què en penses? Sí, és la primera vegada. Crec que aquests marxes són necessaris perquè possiblement s'hi acosta gent a comprar un llibre que durant l'any no ho fa. Els veritables lectors no necessiten un marge de poesia, però crec que està bé que hi hagi tota aquesta acumulació d'editorials i de llibres per la gent que li agrada passejar-se i com a cosa extraordinària compra un llibre que no compra. J'apprécie beaucoup ce type de marché où les gens peuvent venir s'acheter un livre. Les lecteurs de poésie, sans doute, n'ont pas besoin de marché en particulier pour venir s'acheter un livre, mais c'est très bien qu'à travers ces points de contact qui ressemblent autant d'éditeurs, les gens qui passent, qui se promènent, s'arrêtent aussi pour acheter des livres de poésie. Els peus sempre li feien mal al pare. Renquejant, recorria totes les sabateries cercant unes sabates prou còmodes que l'ajudessin a dur el treps i el talls que la mà li havia fet. No les va trobar mai. Va haver d'anar-se'n descalç amb el rellotge de polsera i el ganivet d'enllescar llàgrimes dins la butxaca del jet i una cara blanca com l'escuma de les ones que tantes vegades va muntar. M'ho deia sempre, no vaig tenir infància, no s'ho treia del cap. Vaig aprendre a escriure el meu nom al front. Lliscaven bales, lliscaven estrelles de sang quan jo aprenia a escriure el meu nom. No volia ser un peu qualsevol. I deia la mare, és un home plantós, llàstima que no sàpiga escriure. Tu has d'anar a escola, Antònia, no has de ser una ignorant com ton pare, filla. I el blavet dels ulls li regalimava per les galtes quan, diluviana, plorava la seva essència. Il avait toujours mal aux pieds, mon père. Il courait en boitant tous les magasins de chaussures, en quête de souliers confortables qui l'aideraient à supporter le poids de toutes les blessures, les brûlures et les entailles que la mère lui avait faites. Jamais il n'en avait trouvé. Il a dû partir pieds nus avec sa montre et son couteau à trancher le pain, trancher les larmes, dans la poche de sa veste et le visage blanc comme l'écume des vagues que tant de fois il avait chevauché. Il me disait toujours « Je n'ai pas eu d'enfance ». Pas moyen de s'enlever ceci de la tête, j'ai appris à écrire mon nom au front. Lorsque sifflaient les balles et glissaient les étoiles de sang, j'apprenais à écrire mon nom. Je refusais de n'être qu'un simple fantassin. Et ma mère disait « C'est un bel homme. Dommage qu'il ne sache pas écrire. Toi, tu dois aller à l'école, Antonia. Tu ne dois pas être ignorante comme ton père, ma fille. » Et le bleu pâle de ses yeux se répandait sur les joues quand, diluvienne, elle pleurait son absence. Elle n'était pas, amour, la voix qui t'a enseigné l'alphabet. Tu as appris à lire du sang aux genoux. Il disait, nous lui mettrons des échalates pour qu'elle ne ploie pas comme aux jeunes arbres. Aigua. La mort només es deixa veure quan surt a robar l'aire que respiram. El pare l'havia clissada desendollant-li l'inhalador a través de les mans finíssimes d'una metgessa jove. Però jo només veia un home acabat que volia fugir del seu llit de dolor. Va dir, me'n vaig, el pare. A on? Vaig demanar jo. No ho sé, però me'n vaig, va dir el pare. Què vols que prepari? Vaig demanar jo. Aigua, va dir el pare.
una llesca de pa, vaig demanar jo. Aigua, va dir el pare. T'hi poso qualque peix, vaig demanar jo. Ja vindran tots sols els peixos. Només vull aigua. La mort ne se montre que pour venir voler l'air que nous respirons. Mon père avait vu la mort débrancher son masque par les mains très fines d'un jeune médecin. Mais moi, je ne voyais qu'un homme fini qui voulait fuir son lit de douleur. Il a dit « Je m'en vais, mon père ». « Où » ai-je demandé. « Je ne sais pas, mais je m'en vais », a dit mon père. « Que veux-tu que je te prépare » ai-je demandé. « De l'eau » a dit mon père. « Une tranche de pain » ai-je demandé. « De l'eau » a répété mon père. « J'y mets un poisson » ai-je demandé. « Les poissons viendront tout seuls, je veux seulement de l'eau. » La meva primera llibreria era de caoba vermella, amb portes vidrieres de vidres fumats i ribes de laca blancs. 1 metre d'alçària per 1,20 m d'amplària, 3 prestatges de 20. Varen rompre la guardiola de terrissa i tot un capvespre de gener per anar a comprar-la. Aviat, a casa, varen anar arribant Albert Camus, William Faulkner, Virginia Woolf, Víctor Català, Carson McCullers i James Joyce, que amb el seu retrat d'un artista adolescent em va crear una úlcera a la ploma. A poc, deixava de ser moble i passava a santuari la llibreria. Les pregàries de la nit les feia davant el cor obert de la fusta i no davant el cor de Jesús amb els ulls girats de damunt la capçalera del llit. A la mare, que no havia obert mai un llibre, també l'amarava de devoció la llibreria. Llibres a una casa de pobres. Religiosament es cuidava que la pols no es fiqués per les encletxes i envaís el paper, que el pols dels llibres no es pipanyessin les lletres. En canvi, el pare que el cigava estufera quan hi passava per davant, satisfet d'haver pogut comprar la mar à la seva filla. Ma première bibliothèque. Elle était en acajou rouge avec des portes vitrées, de verre fumé et des liserés de lac blanc. 1 mètre de hauteur sur 1,50 m de large, 3 étagères de 20 cm. Nous avons cassé la tirelire en terre cuite et tout un après-midi de janvier pour aller l'acheter. Bientôt sont arrivés à la maison Albert Camus, William Faulkner, Virginia Woolf, Victor Catala, Carson McCullers et James Joyce avec son portrait de l'artiste en jeune homme qui m'a fait un ulcère à la plume. Peu à peu, elle cessait d'être un meuble pour devenir un sanctuaire, la bibliothèque. Mes prières du soir, je les faisais devant le cœur ouvert du bois et non les yeux levés vers le Sacré-Cœur de Jésus au-dessus de mon chevet. Et ma mère, qui n'avait jamais ouvert un livre, elle l'entraînait aussi dans sa dévotion, la bibliothèque. Des livres dans une maison de pauvres. Religieusement, on veillait que la poussière n'envahisse pas ses recoins ni le papier, que les mythes des livres ne piquent pas les lettres. En revanche, mon père réprimait son orgueil quand il passait devant, satisfait d'avoir pu acheter la mère à sa fille.